Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode d'Il était une suite. Un podcast qui entend revoir et interroger les suites des films Disney dans une perspective féministe, queer et gender. Je suis Fanny Van Exaard. Et je suis Jeanne Modou, et nous sommes deux chercheuses en littérature et en études cinématographiques. Un grand merci renouvelé à notre monteur et génie technique pour son aide précieuse. Top Mickey. Top Mickey. Je parcours les villes et les continents à bord de mon joli petit train. Je le fais toujours en chantant. Je trouve ça plus amusant. Petit rappel introductif. Vous pouvez retrouver des infos et des bonus sur le compte Instagram du podcast @Il était une suite avec des points entre chaque mot _podcast. Et puis quand même précisons que nous avons fait la migration. Oui. Comme des oies de l'automne que nous sommes. Et que désormais le podcast se trouve sur plusieurs plateformes d'écoute. Oui, mais plus Spotify. Voilà, du coup. Mais plus Spotify. Aujourd'hui, on s'intéresse à Frères des ours, sorti en salle en 2003, et à sa suite Frères des ours 2, tout simplement, ils se sont pas fait chier pour trouver un titre, sorti directement en vidéo en 2006. Sur Disney+, les tags sont ceux d'action et d'aventure, d'animation et fantastique. Et ce sont les mêmes pour le 1 et le 2, donc on y va gaiement. Mais par contre, on sait ce que ça veut dire action et aventure. Oui, depuis le temps. On sait, on commence à comprendre. Action et aventure, ça veut dire haha, faites attention à vos miches les petits boys. Tout près d'ici, pas une montagne que je n'atteigne. Je suis prête à tout pour noyer ta peine. Passez une petite laine et préparez vos meilleures imitations d'ours, on part pour les montagnes enneigées de l'Amérique du Nord préhistorique. Et oui, ça pique. Dans ce segment Première rencontre, on suit la trace laissée par nos pas sur les sentiers oubliés de notre mémoire. Et oui, je suis une poète, et puis merde à la fin. On vous raconte comment Frères des ours et sa suite ont transformé nos après-midi d'enfants en aventures magiques avant de revenir nous chatouiller les naseaux en tant qu'adultes. Qu'est-ce qu'ils représentent donc le 1 et le 2 pour nous? Où est-ce qu'ils se situent dans notre tier list perso des suites Disney? Bon, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Je ne me souviens pas du tout d'avoir vu le 1 avant d'être adulte. J'ai dû le voir une fois et c'est tout. Je l'ai revu pour préparer cet épisode parce que le souvenir était lointain. Et je l'ai bien aimé, mais j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus de personnages féminins. Et je crois que le titre a beaucoup joué dans le fait de ne pas m'avoir attiré plus tôt à le regarder. Parce qu'inconsciemment, je devais y lire quelque chose qui visait surtout un public de garçons, action et aventure, et pour cause. Sans que l'idée de fraternité de Frères des ours soit un argument suffisamment fort pour me le vendre quand j'étais ado ou jeune adulte. Et pourtant, les décors, on va en reparler, sont magnifiques. Et si j'avais su qu'il allait y avoir des aurores boréales, par exemple, bah, j'aurais signé tout de suite, tu vois. Il aurait fallu appeler ça Aurore boréale des ours ou un truc. Enfin, il y avait moyen. Et la suite était exactement ce que je craignais qu'elle serait. Des nouveaux personnages un peu prétexte à une intrigue évidemment amoureuse avec les défauts récurrents qu'on trouve dans toutes les suites. Et donc, pour répondre à ta question de ce premier segment, j'ai pas de souvenirs qui sont particulièrement rattachés. Je l'ai apprécié le premier, je l'ai apprécié en tant que tel. Ouais. Surtout pour les designs et tout, et l'animation, mais j'ai pas d'anecdote un peu cocasse mignonne à vous présenter aujourd'hui. Ben moi c'est pareil, vu que j'avais ni vu le 1 ni le 2 avant la préparation de cet épisode. Donc on peut aussi repasser du coup pour la nostalgie de l'enfance. Mais par contre j'avoue, j'ai pleuré comme une madeleine vraiment à la fin du 1. J'en dis pas plus parce qu'on veut pas vous spoil dès le début du podcast quand même. Mais je pense que j'avais pas autant pleuré pour des ours depuis l'ours de Jean-Jacques Hano. D'ailleurs, selon moi, c'est un peu un plagiat, mais bon, on va pas épiloguer. Puis ça vous donne un peu déjà un indice de pourquoi Madeleine a pleuré comme une Jeanne. Non, pardon, j'ai inversé, c'est l'émotion. Pourquoi Jeanne a pleuré comme une grosse Madeleine devant ce film. Et le 2, aussi grosse déception, quoi. Grosse déception. Mais t'as un petit... est-ce que tu te fais t'as un petit carnet où t'indiques film, sujet, ours, pleurer, oui, non? Parce que tu dis, je n'ai pas pleuré pour des ours. Comme s'il y avait... Tu sais, chaque sujet de film avait un
une évaluation par rapport à son sujet. J'ai trop envie de faire un carnet. Non mais, do it. Mais oui, je vais faire ça. Film, chien, pleurer, oui, toujours. Oui, c'est clair. Et les ours aussi, hein, c'est un peu comme les chiens. Mais on parlera aussi des différentes caractérisations qu'ils ont fait des ours. Il y a des ours pour lesquels t'as pas envie de pleurer au début. Ouais. On entame déjà la petite montée en côte qui nous mène à notre deuxième segment, intitulé Formule magique. C'est le moment parfait pour se reposer au coin du feu, les yeux rivés sur les aurores boréales qui dansent au-dessus de nous. Asseyez-vous et laissez-vous compter le résumé de Frères des ours, premier opus, et de sa suite, histoire de ne pas se perdre en chemin comme cet idiot de Petit Poucet. Donc dans le 1, on est dans les vastes étendues du Grand Nord et on retrouve 3 frères. Et on parle pas du film des Inconnus, hein. Donc Kinaï, Denaï et Sitka, qui grandissent au milieu d'une nature indomptée, imprégnée de légendes et guidée par les esprits. 3 frères qui sont liés par l'amour, comme nous le dit la chanson d'ouverture du premier opus. Un amour qui s'exprime notamment par le fait de morver sur le visage de son petit frère et de passer son temps à le bully devant tout le monde. Mais bon, passons pieds joints par-dessus ce bel exemple de virilité problématique qui ponctue un peu tout le film, on va y revenir. Le premier opus se concentre donc sur cet amour fraternel, vraiment touchant par moments, surtout le coup du sacrifice de Sitka pour sauver la vie de son petit frère Kinaï. Sitka continue ensuite, durant le film, à guider ses 2 frères au-delà de la mort, sous la forme d'un aigle éclaireur, donc c'est un peu comme un phare dans la nuit, mais en forme d'aigle avec des plumes et tout. Et ce pour faire tomber les œillères de ces 2 frères que ces 2 frères ont sur le monde qui les entoure, mais également et principalement sur eux-mêmes. L'amour développé au sein de cette fratrie déborde ensuite sur la relation entre Kinaï et le petit Koda, un ourson qui croise sa route dans la seconde partie du premier opus, seconde partie qui se présente sous la forme d'un buddy movie. C'est un genre cinématographique. Avec 2 persos masculins qui sont buddy, amis. Le rôle de Kinaï se voit d'ailleurs à ce moment inversé. De petit dernier surprotégé par son grand frère Sitka, il devient le référent protecteur du plus jeune et plus faible que lui, Koda. On est donc, vous l'aurez compris, de nouveau sur un récit initiatique, comme dans Peter Pan. On nous situe pile au moment où Kinaï, le personnage principal, doit apprendre à devenir un adulte en abandonnant ses idées préconçues. Les ours, en fait, ils sont gentils. Et en assumant ses responsabilités, quand on laisse des poissons par terre, ils se font manger par un ours, par exemple. Devenir un homme, un vrai, en gros, qui massacre des grizzlies à main nue, et pas quelqu'un qui est guidé par son intelligence émotionnelle. What the fuck, Disney, c'est quoi cette logique toute pourrie dès le début du film ? Au cours de la cérémonie symbolisant son entrée dans l'âge adulte, Kinaï, l'intrépide casse-cou irresponsable, se vexe d'office d'être associé à l'amour, qui est représenté par un totem d'ours. Lui qui disait déjà à ses petits copains au début du film « J'aurais probablement un tigre symbolisant le courage, la grandeur ou la force, bref, quelque chose qui me correspond ». Et on a de nouveau dans ce film, comme dans Pocahontas, ce grand slogan de « Laisse l'amour guider tes actes », le retour. On nous refait le même coup que dans Pocahontas avec Grand-mère Feuillage. Hein. Et c'est aussi la grande leçon de ce premier opus. Après la cérémonie, Kinaï court défier ses frères en chassant un ours pour leur prouver qu'il est comme eux, un vrai homme d'action et non guidé par l'amour, donc son totem. Et trop entêté à performer sa masculinité, donc il met en danger son grand frère Sitka qui chute mortellement d'une falaise. Ah zut. Merde. Oups. Kinaï. Zut la boulette. Kinaï tue ensuite par pure vengeance le grand méchant ours qui, selon lui, a coûté la vie à son grand frère, alors qu'en vrai, c'est un peu beaucoup de sa faute à lui, quoi. C'est de sa faute. Et Kinaï sera donc puni de cet affront envers les esprits. # le meurtre, c'est pas bien même pour les animaux. Pif paf pouf, il est transformé en ours. C'est un peu Vie ma vie de gros nounours, quoi, pour ceux qui ont la ref de cette super émission. Un bon gros nounours, mais avec une toute petite queue. On a même le droit, au moment de la transformation, à un gros plan sur la queue toute ronde et mimi de Kinaï ours.
Ah, ça, c'est vraiment les moments que t'attends, toi. Oui. Ça, c'est mes clins... Alors, je prends comme un clin d'œil à moi, quand il y a ça dans les films. Ouais, un petit kink. Un petit kink que. Ainsi transformé en la créature qu'il exècre le plus, il devra affronter ses propres préjugés et trouver le chemin qui le mènera à la véritable maturité. Kinaï finit par comprendre donc à la fin de ce premier opus que le grand méchant ours qu'il a tué au tout début était en fait la maman du petit Koda, son protégé. Alors, qui c'est quel monstre? Pour qui maintenant, hein? Comme quoi, quand on n'apprend pas à connaître et à respecter ce qui diffère de notre seule petite expérience de vie, tout le monde est un peu le monstre de quelqu'un d'autre, hein? Vous m'entendez, Marine, Jordan et tout le reste de la bande de Jean-Marie? Faut toujours être un peu politique. Faut être un peu politique, mais tu vas perdre tes compatriotes. Oui, c'est vrai. C'est un risque à prendre. Et c'est là que je voulais dire que l'ours maman de Koda, elle a pas les mêmes caractérisations dans les yeux, tout ça. Elle a les yeux tout noirs, tout vides. Oui. Qui fait qu'on n'arrive pas à s'identifier à elle. On se dit, ah bah c'est juste un animal, quoi. Ouais. Mais après, quand Kinaï est transformé, il a une caractérisation un peu plus anthropomorphique. Oui. Deux poids, deux mesures, ouais. Et c'est là donc l'une des grandes forces de ce premier opus. Sans aucun manichéisme, il remet totalement en question les certitudes de son personnage principal et les nôtres, hein, par là même si dans mon cas, moi j'adore les ours. Et le film prend aussi le risque de faire basculer son héros principal du côté obscur de la force. Il comprend donc que Maman Ours était simplement en état de légitime défense et Kinaï aurait probablement fait la même chose pour sauver son frère et son frère pareil inversement, etc. Résumé du 2 ? Oui, s'il vous plaît. Résumé du 2. Depuis que Kinaï a été transformé en ours par les grands esprits, puisque c'est le chemin qu'il choisit de suivre à la fin du premier opus, hein, il décide volontairement, consciemment de rester ours, alors que les grands esprits lui ont offert la possibilité de redevenir humain. Mais non, il a décidé de devenir ours. Et ça donne son sens au titre, frère des ours. Ouais. Aussi. Kinaï a embrassé sa nouvelle vie au cœur de la nature sauvage, aux côtés de son frère de cœur Koda, donc l'ourson espiègle et attachant qu'on avait appris à aimer dans le premier film. Ensemble, ils partagent une existence libre, loin des humains, vivant au rythme des saisons, des rivières et des montagnes. Insérez petite musique de Pocahontas. Courons dans les forêts d'or et de lumière, la loutre et le héron sont mon ami. Mais tout bascule lorsqu'un étrange événement survient. Kinaï est troublé par des rêves récurrents qui le ramènent à son passé d'humain. Tiens. Dans ses visions, une silhouette familière revient sans cesse. Une silhouette, vous dites. On a un peu envie de mettre les bras sur les hanches comme ça. Alors, qui est donc cette silhouette familière ? Et vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est Nita, la fille de l'aîné d'un clan voisin. Nita et Kinaï étaient autrefois de très proches amis, presque inséparables. Ensemble, ils avaient partagé un moment très fort lorsque Kinaï a sauvé Nita de la noyade, alors qu'ils jouaient ensemble près du ruisseau, et lui a offert à cette occasion une amulette devant le spectacle majestueux des aurores boréales, la veille de l'équinoxe. Un geste qui, ils l'apprendront dans ce film, s'est avéré lourd de sens et, sans le savoir, ce geste les avait liés aux yeux des esprits. Le fait d'avoir offert cette amulette, c'était une déclaration pieds et poings liés à la vie, à la mort, Kinaï. Tu ne donnes pas tes amulettes à n'importe qui. Hein. Et devenue une jeune femme, dans ce film, Nita s'apprête, on le voit, à se marier, mais lors de sa cérémonie de mariage, pas de bol, les esprits interviennent et interrompent l'union, jugeant qu'elle ne peut s'unir à un autre humain tant que le lien spirituel qui l'unit à Kinaï n'a pas été rompu. Donc sur les conseils de la chamane de sa tribu, elle doit retrouver Kinaï et tous les deux doivent retourner à la cascade et à la caverne où ils ont échangé cette amulette, où tout a commencé pour briser ce lien du passé. Il vous avait manqué, le voici, le voilà, le petit point voix de doublage de Jeanne. Oui. La foule est en délire. Si seulement.
Donc Kinaï, le personnage principal, est doublé par Bruno Choel, qui est la voix française régulière de Joaquin Phoenix, qui fait la voix de Kinaï dans la VO. Pour le coup, c'est logique, ça tombe bien. Et le bon Bruno Choel, c'est aussi la voix française du capitaine Jack Sparrow dans la franchise des Pirates des Caraïbes et d'Ewan McGregor, j'arrive jamais à le dire, dans la prélogie Star Wars. Donc une sacrée carrière dans le doublage, le Bruno, et un sacré registre de voix quand même. Mais tout le temps associé quand même à des personnages masculins actifs. Oui. Cascadeur, bourlingueur. C'est vrai. Mais on a de la peine à reconnaître quand même, parce que moi quand j'ai su que c'était la voix de capitaine de Jack Sparrow, après quand tu vois le film... Oui, mais en fait, du coup, sacré registre de voix, mais quand même un catalogue assez stéréotypé de figures masculines. Oui, ouais. Jeune, vaillante, ouais. Hétéro. Ouais, bah of course. Les voix françaises de Sitka et d'Enaï, donc les deux frères aînés de Kinaï, sont Boris Rélinger et Damien Boisseau, donc respectivement le chapeauté dans Shrek et le prince charmant dans Cendrillon 2. Une belle fratrie, quoi. C'est clair. Pour le coup, un peu moins marqué. Ouais, plus du côté, ouais, du comique aussi. Ouais. Bon, le prince charmant, comique malgré lui. Ouais. La brique, Monsieur Brique. Monsieur Brique, ah oui, c'est vrai qu'on l'a appelé comme ça. Pour la jeune Nita, on retrouve Laura Préjean qui doublait déjà Madeleine dans le Bossu de Notre-Dame 2, 4 ans plus tôt donc. Et on va en reparler, mais c'est pas un choix totalement dénué de sens non plus. Il y a un je ne sais quoi de ressemblance dans la fabrication du personnage en tant que love interest, nature peinture du personnage principal. Et surtout dans cette prédisposition à passer d'une amitié chamailleuse à un amour sincère qu'on avait déjà dans Bossu Notre-Dame 2. C'est ensuite Cad et Olivier qui doublent Truc et Muche, deux frères élans un peu concons et avec un gros nez qu'on a appris à détester au fur et à mesure de la suite. Hein. C'est vrai. Mais ils doublent seulement dans le 1. C'est d'ailleurs selon moi un gros point faible du 2 de ne pas les avoir repris. Parce qu'ils ont changé les acteurs et du coup ils sont 2 fois plus lourdeaux que dans le 1. En fait, le 1 c'était lourdeau, mais on était avec eux, quoi. Ouais. Là, dans le 2, c'était lourdeau, lourdingue, c'est bon, partez sans moi, je reste là. Dès qu'ils arrivaient à l'écran, j'étais oh non. Et dans la version originale, c'est aussi un célèbre duo de comiques, mais canadien du coup, que forment Rick Moranis et Dave Thomas, aka les frères Mackenzie dans plusieurs émissions de TV et le film à succès Strange Brew. Et enfin, pour Nanaka, donc la chamane du 1, ils ont repris la bonne vieille Annie Cordy, Tata Yo-Yo, qui doublait déjà 8 ans plus tôt Grand-mère Feuillage dans Pocahontas. Et là, ça fait totalement sens aussi, on en reparlera. Et pour le second opus, exit Nanaka, elle est plus du tout là, et on se retrouve avec une toute autre chamane, Inoko, de son nom, doublée par Michel Bardelet, Madame Patate dans Toy Story 3 et 4. Je vois la ressemblance. Ouais, je voyais aussi le délire, puisque cette chamane est fortement associée au registre comique, surtout à ses dépens, un peu comme Madame Patate, et plus largement ridiculisée que Nanaka dans le 1. Ouais. Nanaka, c'était un personnage cool, j'aurais bien aimé qu'elle soit à nouveau là. Ouais. C'était quand même, c'était le seul personnage féminin du premier qu'on avait vraiment le temps de voir à peu près, quoi. Oui, puis hyper intéressante. Si vous vous posez la question, Frère des ours ne passe pas le Bechdel test. Ah non, clairement pas. c'est pas possible. Bref. Et avec tout mon cœur, ne jamais avoir peur de me jeter à l'eau. On poursuit notre expédition avec Péripéties, notre 3e segment, une grande traversée critique à travers plaines et sommets de l'intrigue, séquence après séquence. C'est le plus costaud de nos 4 segments, une véritable migration à lui tout seul, où l'on décortique l'intrigue sans jamais oublier d'y ajouter notre petite touche féministe, queer et gender. Donc l'ouverture du 2e opus se passe sur un paysage de chute d'eau majestueuse avec des aigles tout aussi majestueux. Ah, Alaska, quand tu nous tiens. On enchaîne sur des portraits d'animaux dans leur milieu naturel, donc on a des mammouths, des écureuils farceurs, des oies amoureuses qui entortillent leur cou pour former un cœur. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Ils nous refoutent en douce, ni vu ni connu, de la romance hétéro à tous les étages. Et dès le début en plus! Salaud!
C'est vraiment le script de base de toutes les suites Disney, d'accorder des romances à des persos célibataires, donc dans le premier opus. À ce moment-là, j'étais encore pleine d'espoir que cette suite ne se résumerait pas qu'à ça. Quand même, le background culturel était trop fort, quoi. Il y a vraiment tellement de choses à dire et à développer pour ce second film, hein. Vous m'entendez ? Non, non. Ils t'entendent pas, ils sont trop occupés à placer des couples d'oies hétéros, des couples d'écureuils hétéros, des couples de mammouths hétéros, une famille de bouquetins avec un papa, une maman. On ment pas aux enfants, Jeanne. Ah, les fous. Moi, j'étais déjà désespérée à ce moment-là. Moi, j'avais encore un peu d'espoir. Je me suis dit quand même. Mais non. Tu sais bien, si ça commence par que des dating... Ouais. Ça commence par que des bisous, c'est fini, quoi. Tout le 2 sera marqué du saut du bisou. C'est vrai. Merde. Donc dans les 2 opus, on est sur de la 2D, donc on n'a pas ce qu'on a dit dans tous les autres épisodes d'une 3D dégueu brandée par Fanny, terme brandé par Fanny. Là, on est vraiment sur des belles images, hein, et moi, j'ai été directement saisie par l'histoire et aussi par la grande qualité de l'animation. Et ça m'a pas, pour une fois, sorti totalement de l'histoire de voir des animations dégueulasses, en 3 dégueu. Et les décors sont de toute façon, et dans les 2 cas, très très beaux. Et on sent une vraie recherche dans les palettes de couleurs pour rendre hommage justement à une nature du genre parc national. On dirait presque qu'on est dans une peinture de Bob Ross, pour vous donner un peu une image. Le cliché un peu de la réserve amérindienne préservée de tout. Pour vrai, c'est les peintures et les illustrations d'Albert Bierstadt qui ont été les inspirations visuelles principales pour les 2 films. Je vous recommande vraiment la recherche Google, ça vaut le coup. Et dans le 1, je voulais préciser un petit détail technique qui permettait justement encore de donner plus d'ampleur à ces décors. Et c'est suffisamment rare chez Disney qu'il semblait important de le mentionner. Lorsque Kenai est humain, le film est en format 16/9. Et quand il se réveille en ours, l'image s'agrandit d'un coup pour passer en format scope. Et la dernière fois que les studios Disney avaient utilisé ce format grand écran, c'était en 1985 pour Taram et le chaudron magique. Alors, pour l'avoir regardé avec le génie technique, le premier opus, Ouais. ça l'a saoulé parce que du coup, pendant les 20 premières minutes du premier, le film était tout centré avec des gros bords noirs. Oui. Et il a essayé de changer la résolution de l'écran super longtemps. Et puis, on ne pouvait pas, parce que ça fait partie du film, c'est comme ça, c'est tout. Ouais. Et en fait, on s'est presque pas aperçu du fait que ça s'était changé. À un moment, j'ai dit, bah tu vois, ça s'est bien mis. J'ai dit, ah, en fait, il y a un sens, quoi, ça fait un sens. Oui. Notons aussi que ce détail technique a une véritable valeur ajoutée dans la compréhension des personnages, c'est que ça symbolise bien ce format réduit, restreint, tout le temps que Kenai est humain, que sa vision d'humain est une vision réduite, restreinte aux seules expériences qui lui est données de vivre. Et sa vision s'élargit considérablement jusqu'au bord de l'écran de la télévision lorsqu'il devient ours. Donc là, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à mentionner et qui fait sens aussi dans la caractérisation du personnage. Ouais. Et qui nous fait partager aux spectateurs, spectatrices, son expérience. Mm-hmm. Voilà. Revenons aux 2. Revenons aux 2 et à tous ces bisous. Oui, j'ai hâte. Bon, les oies s'envolent immédiatement. Les oies qui faisaient des cœurs avec leur cou, là. Hein. Pour laisser place à Kenai et Koda qui courent en pleine balle. Tu ne m'attraperas pas. Ouais, on est au max du fun pour les ours. Et vas-y qu'ils gambadent dans la rivière. Vas-y qu'ils chassent les poissons en riant. Vraiment, c'est Center Park, le truc. Et le tout sur une musique vraiment... on a vraiment oublié la très belle composition musicale du 1 qui était signée par Philou le polyglotte, comme je l'appelle, aka Phil Collins. Donc depuis l'Oscar de la meilleure chanson originale pour Tarzan 5 ans plus tôt, le bon Phil a continué à taper sur des bambous et à crier toujours un peu loin de son micro sur une énorme musique tribale. Mais pourquoi toujours Phil ? Je sais pas, moi. Ni sa musique, ni son accent n'avaient à voir avec le cadre du film. Non, pourquoi Phil ? Je sais pas. Déjà, dans Tarzan, moi, ça me semblait hors de propos. Mais alors là, il était pas né. C'était ma parenthèse contestataire. J'en ai marre de Phil Collins dans tous les Disney. Stop.
Arrivée tonitruante ensuite, et toujours de Truc et Muche, coursés par un buffle bien énervé. Et au passage, on nous glisse un petit gag homophobe en douce. Hein. Ils avaient pris le buffle qui les a coursés pour une élanette. Donc c'est le nom par lequel ils appellent les orignales femelles. Ouais. Et il rajoute Dodo, on aurait dit pourtant qu'il est bon de rire. Ouais, on adore. Donc c'est la faute à la fièvre du printemps qu'il se justifie ensuite auprès de Kinaï. Les hormones qui grattent, tout ça. Ouais, ça pue quand même de plus en plus la romance ajoutée à forceps, tout ça. Mais bon, continuons. Tu sais, depuis Bambi, en fait, on la connaît, l'excuse du printemps et la gênance des romances, hein, avec « ils batifolent ». C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font? Ils batifolent. Bah, ils batifolent. Hein. Batifol. Et ben voilà, donc le frère des ours 2, c'est Batifol des ours 2. Donc tout le monde a chaud au paquet, même Goliath le grizzly bien viril, qui est entre parenthèses doublé par David Douillet, on comprend tout de suite le délire, qui fond littéralement devant une belle femelle ours qui lui fait coucou au loin avec sa petite mimine. Kinaï et Koda trouvent ça bien évidemment ridicule, Berk l'amour, tout ça. Ils préfèrent jouer ensemble. Et Koda dit les filles, on s'en fiche. Comme ça, les enfants peuvent bien relate. Ouais, les filles, on s'en fiche. Et comme ça apprend bien à tous les enfants qui regardent les films Disney que si t'es un garçon, bah il faut pas jouer avec les filles. Ouais. Et ça, vraiment, c'est mon fer de bataille en ce moment. C'est impossible, enfin... Berk les filles. Donc, Kinaï et Koda sont libres comme l'air, comme ton plan cul juste avant que la nuit tombe. T'es comme ça, toi. On est Kinaï et Koda et on a besoin de personne, affirme Kinaï. Ouais. Mais lui, il a oublié que son totem, c'était l'amour. Hein. Oui, il a vite oublié. Bon, outre l'exposition un peu lourdingue pour que la spectatrice replace bien les persos, il n'y a pas comme une vague d'homosociabilité là. Ça va toujours dans une bonne dose de misogynie, qu'elle soit explicite ou non. Et ici, hein, on part sur l'explicite explicite, hein, parce que Koda, on le rappelle, a déjà bien exclu les filles du programme. Les filles, ouais. On s'en fiche. Je cite. Donc là, on a besoin de personne parce qu'on est à 2. Ouais, on voit où ça va. Donc Goliath rajoute par-dessus ça, parce qu'apparemment c'est un grand sage tout d'un coup parce qu'il est amoureux. On est toujours rattrapé par l'amour, c'est comme le destin, on ne peut pas y échapper. Alors, joli message. Bravo Goliath. Si seulement Disney pouvait étendre la définition de l'amour à autre chose que juste un homme et une femme, que dis-je, un garçon et une fille, qui tombent en amour, comme disent nos amis .e.s québécoises. Parce que bon, Kinaï éprouve de l'amour pour Koda, qu'il considère comme son petit frère, et qu'il sauvait à la fin du 1. Mais oui, la famille et les amis, c'est bien aussi. On a le droit d'aimer les gens de sa famille et ses amis. Bah c'est aussi de l'amour, ouais, je trouve aussi. Mais c'est de l'amour. Oui. Et ces animaux, on a le droit de les aimer. C'est vrai. Voilà. En tout cas, moi, ça m'aurait suffi pour faire un 2, cette histoire d'amour entre Kinaï et Koda. Ce serait une histoire digne d'être racontée. Et je n'en demandais pas plus de retrouver ces 2 petits choux à la crème. Les 2 frangins ours, donc Kinaï et Koda, s'endorment l'un contre l'autre, collés serrés, sous la grosse bûche de jeunes... Ah non, pardon, juste à côté d'un gros tronc. Transition lune. Ouh. On n'avait pas eu celle-là. Et oui, dans le bingo des transitions. Dans son sommeil, Kinaï rêve donc de cette mystérieuse Nita, une jeune fille de son âge dont on apprend carrément l'existence dans ce second opus. C'est vraiment une ligne directrice de toutes ces suites sorties Disney au début des années 2000, hein, que de nous mettre des personnages féminins à tour de bras. C'est un peu le high gaze, mais version jeune spectatrice. Et ces personnages féminins ont d'ailleurs pour seule fonction, ou du moins pour seule fonction principale, d'être des amoureuses pour nos héros préférés. Donc c'est vraiment le niveau 0 de l'utilité scénaristique. Tu fais quoi demain matin, Nita? Rien? Bah super, viens dans le frère des ours 2. Tu sais, on va inventer une enfance à Kinaï. On va dire qu'il a pas passé toute son enfance avec ses 2 frères lourdingues à se cracher dans la paluche. Il a aussi sauvé une meuf à un moment. Et c'était déjà le cas de Jeanne dans Peter Pan 2, de Chanty dans le livre de la jungle 2 et de Madeleine dans le bossu de Notre-Dame 2. Kinaï dans sa forme donc de petit garçon et Nita dans ce flashback toujours joue à la course-poursuite et à la bagarre dans le rêve de Kinaï.
C'est un peu la vibe compétitive de Simba et Nala, je trouve. Ouais, c'est vrai. Quand ils se bagarrent, il y a un peu les mêmes mouvements, les mêmes ah, je te tiens. Ouais. Non, c'est moi qui ai la domination ce coup-ci. Et c'est mignon. Parce que c'est tout à fait enfantin, mais en même temps, il faut que ça présage suffisamment pour la suite. Ouais. Il faut que le spectateur, au moins adulte, se dise ah, il va se passer des trucs. Ouais, qu'on puisse s'imaginer. Parce que, pourquoi est-ce qu'on peut pas représenter juste des enfants qui jouent? Il faut qu'il y ait des sous-entendus grivois derrière. Ouais. Et ils reproduisent vachement, je trouve, les jeux que Kinaï a littéralement tous les jours de sa vie d'ours avec son petit frère Koda. Donc bon, vous allez me dire que je suis une rageuse, mais pour l'instant, à ce moment du film, je voyais pas trop l'apport de ce nouveau personnage féminin. Tu veux dire que tu ne vois pas l'apport d'une représentation féminine dans cet univers outrageusement masculin? Je plaisante, moi aussi, je trouve ça relou qu'il puisse y avoir que des persos féminins qui soient considérés comme des love interests. On passe ensuite sur une petite séquence dramatique, toujours dans le rêve de Kinaï. Nita tombe à l'eau dans sa course-poursuite de jeu avec Kinaï. Elle coule tellement vite vers le fond de la rivière, comme si elle était lestée, ça n'a aucun sens. Mais c'est son manteau en fourrure d'élan, tu peux pas tester. Une fois mouillé, ça pèse un âne mort. Ah, c'est donc ça. Kinaï, en bon sauveur de demoiselle en détresse, saute à l'eau sans réfléchir. On passe sur une transition flamme. On va peut-être avoir Un bingo. tous les éléments. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Mais il n'y a pas les feuilles comme dans Pocahontas. Déception. Transition flamme, les deux enfants se réchauffent au coin d'un feu de camp, très certainement construit par Kinaï. Faut pas croire que les filles savent faire un feu, déjà qu'elles savent pas nager. Ouh, les nuls. Et ça manque pas. Elle est tombée à l'eau, elle a eu froid, et ben elle éternue, elle renifle du nez. Quelle bonne occasion pour un sauveur de demoiselles en détresse. Il s'approche d'elle, il lui offre une amulette, parce que pourquoi pas, et d'un coup, magie, elle renifle plus. C'est une amulette trempée dans du Vicks Vaporub ou quoi? Bah peut-être. Il l'avait autour du cou pourtant. Ouais. Du coup, lui, il devrait commencer à éternuer, mais c'est pas le cas, donc peut-être que c'est une magie contagieuse. Nita dessine ensuite sur le mur de la caverne. Oui, parce qu'ils se sont réfugiés dans une caverne rocheuse à même la montagne. Donc elle dessine deux petits bonhommes qui se tiennent par la mimine. Et elle lui dit « Toi et moi, on sera toujours les meilleurs amis du monde. » Avec un petit sourire en coin. Donc là, c'est sûr, on va pas y échapper, je vous le dis. La musique romantique, les pétales de rose, ça arrive. Et les fraises au chocolat aussi? Oui. Oui. Les fraises au chocolat? Oui, Fanny. Parce que dans les comédies romantiques, il y a des fraises au chocolat. Oui, c'est vrai. Bon, dis-moi Jeanne, tu ne trouves pas ça bizarre que cette Nita n'était nulle part dans le 1 si elle était vraiment sa meilleure amie du monde? Genre elle ne se serait pas souciée de la disparition de Kinaï dans le 1? Vraiment le fait qu'elle apparaisse dans le 2, c'est le gros sabot hétéro-romantique du scénar. Ouais. Précisons ici que quand même, les amitiés filles-garçons c'est super, mais pas besoin de faire couple avec tous ses potes. Ouf, super. Putain, on dénonce aujourd'hui. Kinaï et Nita admirent ensemble les aurores boréales, sacré délire. Merci Bob, joli coup de pinceau sur ce coup-là. Aurore boréale dont la lumière fait poindre les premiers signes du printemps. La neige fond au sommet des hauts sapins. Les premières fleurs pointent le bout de leur nez. Oui, d'accord, les fleurs, ça n'a pas de nez, mais bon, on se comprend. Ce beau moment poétique est interrompu par les cris du père de Nita qui l'appelle à rentrer à la maison. Et comme c'est une amitié fille-garçon, tout ce qu'il y a de plus normal, elle s'en va en lui lançant un énorme coup de poing dans l'épaule de Kinaï. Et là-dessus, Kinaï se réveille. Fin du rêve. À son réveil, Koda l'interroge. Qui est cette Nita dont il parle pendant son sommeil? Et pourquoi Kinaï est gênée de répondre « Oh, c'est une fille ?» À aucun moment, c'est gênant d'avoir une amie, en fait. Enfin, je sais pas, peut-être que les vrais bonhommes ne doivent pas avoir d'amis filles. Peut-être qu'il y a des risques que je ne connais pas à l'amitié fille-garçon. Attention, si vous êtes garçon et vous avez une amie fille, vous allez mourir. Koda enchaîne donc les questions. Qu'est-elle devenue? Elle a dû grandir, répond Kinaï. Mais on peut pas appeler Julien Courbet pour la retrouver? Je crois que ce sera plus simple. Là, ça serait un bon sujet de 2. Vous l'avez perdu, on l'a retrouvé. Alors, Kinaï, vous cherchez votre meilleur ami du monde pour toujours, c'est ça? Ah, tu le tiens bien, l'imitation.
pardon, on est euphorique aujourd'hui. Ah oui, c'est... On découvre ensuite la vie actuelle donc de Nita dans un village tout affairé à accueillir le marié. Parce que effectivement, Nita a bien grandi, c'est devenue une belle jeune femme que ses tantes aident à se préparer pour rencontrer son futur époux, qui s'appelle Atka et qui est un jeune homme du village voisin. La préparation se transforme rapidement en séance de torture, un peu sur le modèle de la préparation au mariage dans Mulan. Faut souffrir pour être belle, tout ça, toutes ces merdes finalement qui restent ensuite des années et des années dans la tête des petites filles. Et c'est vraiment un pot pourri d'atmosphère, cette séquence de Get Ready pour le mariage. Il y a un peu l'énergie de la scène de préparation de Pocahontas aussi, quand elle se prépare pour paraître à la cour britannique, Pocahontas la suite. Mais aussi le même énervement des fées dans La Belle au bois dormant lorsqu'elles doivent préparer le gâteau pour l'anniversaire d'Aurore. Donc ici, les tantes de Nita n'arrivent pas à se mettre d'accord pour la coiffure, ni pour la tenue, et elles imposent leur vision de la beauté et de ce à quoi une jeune femme doit ressembler à la pauvre Nita. Donc les deux tantes lui balancent par exemple un seau d'eau au visage, elles lui frottent et lui tirent les cheveux, etc. Et les deux femmes, par peur de bien faire et de rendre cette petite parfaite pour son futur mari, finissent par se bagarrer, évidemment, parce que... on sait bien que deux femmes dans une même pièce, ça fait des problèmes. Évidemment. Yes, je crois qu'on peut vraiment faire un bingo des clichés sexistes avec cette suite. Et tenez-vous bien, on est seulement à 7 minutes du film, là. Ouais, là, le début est particulièrement long. Il est long. Et on en est déjà à 2 bingos. Ouais. On l'aura compris, Nita, par opposition à ses tantes et à ce qu'elles essayent de lui faire porter et ressembler, Nita est en réalité une fille simple. Elle ne veut pas se faire des coiffures extravagantes et compliquées et porter des robes extravagantes et compliquées pour plaire. Elle est nature peinture. C'est ton expression préférée. Et un peu garçon manqué, c'est ce qu'on pourrait dire si on était resté bloqué dans les années 2000. Finalement, un peu comme tous les personnages féminins dignes d'une histoire d'amour dans les suites Disney. Bah oui, c'est qu'il faudrait pas encourager les petites filles à s'exprimer par leur corps, tu vois. Il faut qu'elles soient sans artifice, prêtes à être des bonnes tradwives. Nature peinture, c'est bien. Il faut... Ouais. À la frontière, à la lisière du garçon manqué. Parce que là, elle a quand même les cheveux longs et elle porte quand même une robe. Oui, mes cheveux longs toujours attachés. Mais il y a les attributs de la féminité. Oui. Mais il faut pas en faire trop. Il faudrait pas qu'elle soit Anastasie. Bonne ref. C'est le garde-fou, tu vois, Anastasie. C'est vrai. Donc, elle part sur plutôt une simple tresse, une vieille robe et les bijoux de sa mère morte. Parce que oui, évidemment, sa mère est morte et son père est choupi bienveillant. Et il lui manque plus que sa grosse barbichette grisonnante pour être la sagesse incarnée. Et il lui dit « Ta mère aurait été si fière de toi !» Dommage qu'elle soit plus là pour lui dire, hein. Disney, serial killer de Daron. Et puis vraiment, on rejoue cette même scène entre Pocahontas et son père qui lui remet le collier de sa mère. Vraiment, cette suite, c'est zéro originalité, que des redites. Et j'ai pas envie de n'utiliser que Pocahontas comme référence par simple proximité géographique et ethnique. Ouais. Mais en même temps, il y a vraiment ce même schéma de « ta mère aurait été fière de toi, tiens, prends le collier de ta mère ». Ouais. Et regarde, C'est vrai. un beau jeune homme viril et musclé de la tribu d'en face. Donc Papounet, le grand sage, lui dit, en la serrant bien fort dans ses gros bras, « Quand on a aimé une personne, elle reste dans notre cœur pour toujours ». Slogan quand même méga pratique pour justifier une romance inutile entre le personnage principal et le nouveau personnage féminin. Moi je dis ça, je dis rien. Et puis quand même, elle est en train de se marier sous forme humaine et pour l'instant, Kinaï, c'est un ours. Oui. Mais on la sent venir, la douille. On ne la fait pas. La rencontre entre Nita et Atka se fait sur une musique et des danses traditionnelles. La rencontre. Mais Jeanne, on est encore sur un mariage arrangé des familles là. C'est pratique scénaristiquement aussi parce que comme aux US on est contre les mariages arrangés, ça va permettre à rendre légitime et souhaitable la romance avec Kinaï pour libérer Nita de ce carcan du mariage arrangé. Ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est la rencontre avec le prétendant adverse. Donc bien évidemment, Atka est grand, musclé, avec une mâchoire bien carrée, bien wesh. Un nouveau Kokwom, quoi. Ouais.
Donc devant les grands esprits, Papounet commence toute la cérémonie pour unir les deux tourtereaux. Ils viennent juste de se zioter pour la première fois, mais bon, c'est la tradition, on ne juge pas. Nita pose sa toute petite mimine dans l'énorme paluche de son futur, un autre classique chez Disney. Domination physique égale domination sociale, c'est QFD. Mais voilà, le ciel n'est pas d'accord avec cette union. Oh oh, un orage terrible se déclenche avant même que leur mimine se touche. Le ciel s'assombrit d'un coup, un énorme rocher se détache de la montagne, s'écrase au sol en créant un fossé entre les époux et isolant totalement Nita du reste des membres de sa tribu, et surtout de son promis. Bon, la cocotte, c'est un signe. C'est clair, faut arrêter la délulu. Une stupeur se répand auprès des membres de la tribu. Les esprits veulent nous dire quelque chose. No shit. Gros plan sur Nita toute tristoune, avant un bon fondu au noir des familles tapeurs. Oh non, elle va pas pouvoir finir sa vie avec ce parfait inconnu, zut alors. Perso, je m'étais déjà attachée, il m'en faut peu. Ah, il avait une belle mâchoire. Bah oh, ça fait tout, tout d'un homme. Bon, Nita se rend donc consulter Hinoko, la Shawoman du village. C'est elle-même qui tient à la précision linguistique. Le mot « homme » que je sache ne rime pas avec sagesse qu'elle ponctue. Bah j'en pense pas moi, tu vois. Ah bon ? Dommage que ce personnage de chaman, donc une femme de pouvoir dont le rôle spirituel et les connaissances sont essentiels pour tout le village, soit caricaturé de manière si grossière. Dans le premier opus, la chamane Nanaka était plus mystérieuse, toujours choupie, excentrique en mode petite vieille dame qui parle aux pigeons, mais on n'invitait pas autant le public à rire d'elle à ses dépens. Bah, j'ai l'impression que le premier film n'invitait pas du tout à rire de Nanaka. Pas du tout, ouais. Non, c'est vrai, pas du tout, ouais. Le premier film, ainsi que Pocahontas, par exemple, offre des représentations largement plus respectueuses des femmes chamanes, RIP Annie. Et en plus, bon, la blague Shawoman, précision linguistique, elle se rend pas en français, donc c'était perdu dans les limbes, déjà. Le problème aussi, c'est que la caricature se fait surtout sur son physique avec un menton proéminent et carré, mais en contraste avec des couettes infantilisantes façon Fifi Brin d'Acier. Donc on peut jouer avec, certes, les codes non binaires pour une représentation moins moqueuse peut-être, mais peut-être, hypothèse, qu'une femme revendiquant d'être fière d'être une femme et d'être indépendante et d'avoir du pouvoir ne peut être représentée que de façon moqueuse chez Disney. L'autre problème, c'est aussi que j'ai l'impression que là, Hinoko serait peut-être une représentation de ce que les peuples autochtones d'Amérique appellent les Two Spirits. Ah oui. Tu sais, c'est ce troisième genre chaman. Ouais. Et là, du coup, c'est bien les deux genres qui sont fondus en un, mais avec des caractéristiques problématiques pour les deux à chaque fois. Ouais. Et elle se revendique, elle, plutôt du côté féminin, mais du coup, c'est une moquerie transphobe, en fait, dans tous les cas. Mm-hmm. Puis là, en plus, on est vraiment sur un cliché de vieille tante un poil pénible qui te reproche, sortie de nulle part, d'avoir pris des kilos à Noël, et que Nita a de la chance d'être mademoiselle taille de guêpe. Vraiment Burke, ce surnom. Oui, elle est féministe, mais grossophobe, quoi. Donc féministe quand ça l'arrange. Et pratique pour que Disney ne puisse pas être soupçonné de faire une représentation positive et cohérente d'un personnage féministe. Mm. Ils ont de la suite dans les idées quand ça les arrange. On vous voit, on vous voit. En plus, Hinoko, par-dessus le marché, est sourde comme un pot. Donc elle doit utiliser une corne d'animal pour entendre correctement les messages des esprits. Et vas-y qu'on va surexploiter à max ce gag de la corne et des incompréhensions entre elle et les esprits. Bref, Hinoko apprend donc à Nita la raison de ce fossé créé par les esprits entre elle et son futur époux. Nita est déjà promise à un autre, Akinai, depuis le jour où il lui a donné son amulette. Donc pour défaire ce vœu inconscient, puisque ni Nita ni Kinai ne savaient en tant qu'enfants qu'ils étaient en train de s'unir l'un à l'autre par le Saint-Esprit à ce moment-là, Nita doit retourner aux chutes de Okani, là où le cadeau de l'amulette a eu lieu quand elle était petite,
Et à la même date, c'est-à-dire à la veille de l'équinoxe, lorsque les esprits changent l'hiver en printemps, nous dit Hinoko. Et Nita, donc c'est vraiment une recette mode d'emploi chamanique, et Nita doit brûler cette amulette en compagnie de Kinaï, sans quoi ça ne marchera pas. Donc elle a 3 jours pour réaliser cette haute mission qui implique de parler à un ours, on le rappelle, rien que ça. Heureusement que Mamie Hinoko n'est pas juste ridicule et passive-agressive, mais aussi très puissante grâce à sa magie. Ah. Pif paf pouf, 2-3 gestes en l'air façon Ursula, et elle permet à Anita de parler couramment l'ours, en plus de l'éléphant et du cacatoès, pour la vanne, bien sûr, toujours pour la vanne. Duolingo n'a qu'à bien se tenir. Il y aura de très belles images à retirer du moment où Nita parle cacatoès. Oui. C'est déjà fait. Je n'en espérais pas à moins. En pleine forêt enneigée, nous retrouvons notre babysitter préféré, Kinaï, toujours accompagné de l'insupportable mais toujours mignon Koda. Il retrouve Kinaï et Koda alors que ces deux compères faisaient un concours de bites pour savoir qui creuse plus vite que l'autre et qui s'empiffre de racines d'arbres plus vite que l'autre, miam. Et ils se retrouvent tous les deux nez à nez avec un chasseur. Donc là, on a un petit moment de suspense qui finalement ne sert à rien parce qu'en fait, c'était Nita bien emmitouflée dans sa veste en peau de bête. Fashion diva un jour, fashion diva toujours. Quand même, tu oublies de dire qu'il y a un moment graouf où Kinaï soulève Nita à 2 mètres du sol à la seule puissance de sa mâchoire. Ce qui les met nez à nez contre... Non, pas nez à nez. Nez contre truffe. Nez à truffe. Nez à truffe. Et alors, quand il se sent enfin reconnu, il commence à se tourner un peu autour, comme dans une parade de séduction. On m'avait dit que tu étais devenu un ours, mais waouh, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, dit Nita en apposant ses 2 mains sur le torse de la belle bête. Dégueulasse. Mais toi aussi, tu as drôlement changé, qui lui dit en lui matant les fesses au passage. Reburk. Reburk. Donc Nita balance tout le dossier à Kinaï, qu'il faut que... Vraiment, le mode d'emploi chamanique. La petite liste. Il aurait fallu y avoir un truc avec des cases à cocher. Donc il faut que l'amulette qu'il lui a donnée les a unis pour toujours et qu'ils doivent tous les deux retourner aux chutes d'Okani. Kinaï est bien content, bien jouasse, parce qu'il pense que ça part sur un bon date des familles. Il se dit « Yeah, la petite humaine !» C'est un ours, putain, arrêtez, c'est dégueu. Et Kinaï tombe vite des nues. Des nues. Vous l'avez ou pas? Quand elle lui a... Parce que lui, il est tout nu. Hein. Il est poilu, mais tout nu. Ouais, mais on pourrait dire il tombe vite des poils, quoi. Tu vois. Ouais. Quand elle lui annonce qu'il faut brûler l'amulette, cette babiole, cet objet sans valeur, qu'elle dit alors, tiens, prends-toi ça dans tes canines et tes incisives acérées, Kinaï. Vraiment pas sympa, quoi, la copine d'enfance. Du coup, Kinaï le prend super mal. C'était un peu couru d'avance. Et il refuse de l'aider dans sa quête, blessé dans ses petits sentiments d'ours mal léché. Koda interrompt les échanges tendus et met direct les pieds dans le plat en balançant à Nita que Kinaï vient juste de rêver d'elle. La grosse poucrave poilue, là. Et en même temps, pour elle, l'amulette, c'est vraiment une babiole sans importance parce que ça fait 20 ans qu'ils se sont pas vus. Bah ouais. Donc elle était pas censée savoir que cet ours auparavant mec avait rêvé d'elle et que du coup, ça serait quand même sympa d'aller se promener aux chutes Okani. Kinaï finit ensuite par accepter le deal, on comprend pas vraiment pourquoi. En fait, c'est parce que Nita le menace un peu que ce sera à lui de la retrouver lorsqu'il retrouvera son apparence humaine. On comprend pas trop l'argument à ce moment-là. Donc du coup, ça fait chouiner Koda parce qu'il s'imagine qu'il va perdre son frère si il redevient un homme, etc. Sniff sniff, c'est triste. Les 3 comparses se rendent donc bras dessus, bras dessous aux chutes. Koda, fidèle à lui-même, ne cesse de parler et de conter ses aventures avec son grand frère chéri qu'il aime tant chamailler. Kinaï, c'est monsieur je sais tout, qu'il raconte à Nita tout fier. Koda et Nita se rapprochent l'air de rien comme ça parce que, mine de rien, ils partagent cette même passion de ridiculiser Kinaï. Et notamment, petit point qui les unit encore davantage, c'est de se moquer de son eau de Cologne à l'œuf pourri. C'est vraiment le même niveau que les poissons pourris de Peter Pan, quoi. Oui, bah c'est le même pourri, c'est pourri.
En chemin, Kinaï tombe sur Truc et Muche, toujours aussi lourdeau, ça n'a pas changé, qui se vantent d'avoir trouvé 2 petites élanettes. Et là, on sait que c'est des filles parce qu'elles ont de longs cils. Bah oui, Forcément des femmes. t'as jamais vu un mec avec des cils? Bon, bah... Bah non, des cils longs en plus, jamais. Mais pas de cils du tout, hein. Non. Ils ont pas de cils. Et parce qu'ils pleurent pas, alors ils ont pas besoin. Sinon, il faudrait se laver avec du shampoing. Truc et Muche demande à Kinaï des conseils en séduction pour draguer les 2 femelles totalement insensibles à leur charme et de les aider à trouver une entrée en matière. Plus efficace que « Salut, vous aimez les brindilles, à ce que je vois ?» Franchement, à mon humble avis, c'est toujours mieux que « Salut, tu t'es pas fait mal ?» Mission dans la mission, Kinaï accepte donc cette quête secondaire malgré les avertissements de Nita, la control freaks, ou plutôt pour lui tenir tête parce qu'elle s'est bien fendu la poire à l'idée que Kinaï puisse prodiguer des conseils en matière de séduction. Quoi? Un personnage principal féminin que l'on fait passer pour la relou de service option mauvais caractère? Kinaï dit bien un peu en parté, genre clin d'œil au public. C'est une terreur, cette fille. Parce qu'elle est toujours dans le contrôle, qu'elle aime forcément les choses bien rangées, bien planifiées, et qu'elle ne se permet jamais de s'accorder un moment fun. Vous voulez dire comme Jeanne dans Peter Pan 2, non? Comme Shanti dans le livre de la jungle 2? Tiens, l'histoire se répète, on dirait. Alors que Nita angoisse à l'idée de manquer de temps pour installer un campement dans la montagne avant le coucher du soleil, parce que oui, hein, elle est humaine, donc elle a besoin d'un campement pour dormir, accessoirement. Kinaï lui demande de se calmer à ce moment-là. Vraiment, la phrase numéro 1. L'écran, là, il a failli y passer. Hein. Franchement, ça va, il aurait pu dire « T'as des règles ou quoi ?» Ouais, c'est vrai. Donc lui, de son côté, Kinaï élabore un plan pour aider ses 2 amis, les pick-up artistes, dans leur conquête de la jante féminine. Ce génie propose tout bonnement d'attaquer les 2 femelles élans. Oh là là, ça dérape vachement vite. Il n'y a plus rien qui va. Comme ça, Truc et Muche peuvent se positionner en sauveurs et faire semblant d'être courageux. Ça devrait suffire, super plan qu'ils se disent tous, limite en se checkant les couilles. Nita, elle rage dans son coin. Nous n'avons vraiment pas le temps, qu'elle dit en angoissant. Bah oui, mais... Bah, elle a raison. En même temps, l'agressivité, il n'y a que ça de vrai, non, pour séduire. Mais voilà, Monsieur Kinaï n'en fait qu'à sa tête, c'est même Koda qui le dit. Donc il met son plan à exécution, tous les bonhommes là, et Kinaï tente d'effrayer les 2 femelles élans, toutes griffes, toutes dents dehors, et qu'il crie, et qu'il agite ses mimines. Et les 2 femelles restent perplexes. Elles ne comprennent pas ce qui se passe, et elles se disent l'une à l'autre « Peut-être qu'il a mangé un saumon pas frais ?» Au signal, les 2 autres génies Truc et Muche sortent de leur cachette, bombent le torse, et déclarent haut et fort pouvoir les sauver du vilain ours qui pue. Le discours est alors balbutiant, il s'emmène les pinceaux, c'est long, franchement pas drôle. Cette petite séquence comique, guillemets, se conclut par un grognement de Kinaï, toujours dans son rôle de grand méchant nounours, qui fait vraiment peur pour le coup, mais à Truc et Muche, qui se retrouve à l'eau. Plouf plouf. Tout ça pour ça. Les 2 femelles giflent alors Kinaï et s'en vont, impassibles comme les queens qu'elles sont. Ouais, ça doit faire mal un coup de sabot d'élan. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moins qu'une griffe d'ours, mais... Kinaï, je sais pas par quelle magie, a réussi à se coincer la tête dans un tas de bois. Bah, c'est la magie des élanettes en colère. Et en voulant le dégager de là, muni d'un petit bâton en mode Aikido, Nita se prend un coup de flip sorti de nulle part. Elle se met à fixer la surface de l'eau du lac, les yeux tout ronds, et doit même se mettre accroupie pour s'éloigner de l'eau. S'ensuit évidemment ensuite le flashback tant attendu de la scène de sa noyade quand elle était enfant. Bon, on connaît l'astuce depuis le temps que l'on fait ce podcast. Ce genre d'infos un peu aléatoires, balancées sous forme d'indices, genre clin d'œil au public, ça va forcément revenir plus tard. Mettez ça dans un coin de votre tête et on continue. Mais en même temps, ce flashback, il était déjà lourdingue en soi. On n'avait pas oublié qu'elle était tombée dans l'eau. Ouais. Bon, toujours est-il que là, Kinaï sort la tête de son tas de bois et elle lui chevauche le dos. Parce que qui n'a jamais rêvé de chevaucher un ours apparemment. Et ça lui permet de regagner l'autre rive et elle court après son sac.
On voit bien qu'elle ne va pas être capable d'aller le chercher dans l'eau, et évidemment le sac est emporté vers les rapides. Pas de bol. Et le sac s'échoue sur la rive en contrebas, très loin. Donc il va leur falloir un petit peu de temps pour descendre la cascade. Ouais. Mais pas dans l'eau. Bah, comme le fait remarquer Koda, ça va leur faire un gros détour. Et donc, leur faire encore plus perdre de temps. Déjà qu'elle voulait pas perdre de temps, bah voilà, un chapeau. Et à ce moment-là, en plus, surgit un raton laveur bien moins mignon que Meiko dans Pocahontas. Un peu en mode vieux lascar, un peu ronchon. Qui se met à fouiller frénétiquement dans le sac de Nita et qui se barre évidemment avec l'amulette. Genre le seul objet que Nita devait avoir pour le brûler et pouvoir vivre sa vie d'épouse entretenue là. Sa vie d'épouse pépouse. Nita et Kinaï se prennent la tête là-dessus, se rejettent la faute l'un à l'autre jusqu'à ce que Kinaï dise que lui au moins il avait une bonne excuse. Bah ouais, avoir la tête prise dans un barrage de castor, y a pas meilleur comme excuse. Hein. Et Kinaï demande à Nita quelle est, à elle, son excuse pour ne pas avoir repêché le sac et l'avoir empêché de tomber. Hein ? Manque de tact, Kinaï, manque de tact. Pourtant, c'était pas dur à voir, hein, qu'elle n'était psychologiquement pas bien à proximité de l'eau. Et lui, ben voilà, il remue le couteau dans la plaie. Bravo, champion. Champion. Comme c'est une fille, elle va pleurer dans un coin parce que c'est bien connu, les filles ça pleure. Et que sans l'amulette, elle va pas pouvoir devenir une bonne petite tradwife parce que c'est bien connu, les filles, ça veut se marier. Ensuite, tout le monde est triste, donc voilà, c'est gagné pour tout le monde. Super. Bonne ambiance. Ah, Frères des ours 2, bonne ambiance. On va mettre ça comme note sur Sens Critique, tiens. Kinaï s'en veut et part, parce que du coup, il a une culpabilité de bonhomme. Ça l'empêche de dormir. Il se dit, mince, quand même, peut-être que... J'ai vu qu'elle était triste, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. J'ai rien fait pourtant. J'ai rien fait pour l'embêter. Et pourtant, elle est triste. Ouais. Donc, je vais faire un truc. Vraiment, je vais faire un truc héroïque. Et il part de nuit traquer le raton laveur masqué. Ah là, à ce moment-là, ben, du coup, Nita retrouve le sourire. Qui a dit que c'était dur de séduire une femme. Bah alors... Faut pas chercher midi à 14h. Il suffit de partir en pleine nuit après les méchants. Bon, Kinaï est posté devant un tronc en attendant que le raton s'endorme pour récupérer l'amulette. Mais comme il faut bien représenter Nita comme une contrôle fric impulsive, elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est foncer vers l'arbre et récupérer l'amulette tout de suite. Tout va bien, j'y arriverai toute seule, qu'elle dit, comme une grande, quoi, toute fière de montrer ses skills de Yamakasi. Donc elle grimpe sur l'arbre. Kinaï, lui, de son côté, ben, est beaucoup, mais alors beaucoup moins confiant. Oui, parce que en fait... Pour le coup, c'est vrai que c'était plus pratique de montrer une fille impulsive et là-dessus, elle réveille le vilain voleur raton laveur. Le raton voleur. Raton voleur. Et à l'occasion de son discours de grand méchant, le raton laveur se compare au passage à Robin des Bois, parce que pourquoi pas, puisqu'il a volé une amulette, donc c'est que vraiment il veut le bien du peuple. Et en parlant de peuple, des centaines de ratons sortent du tronc et encerclent les trois personnages. Kinaï se fait bombarder de pommes de pin, et à force de se faire bombarder, il leur propose un marché. Et pendant cet échange de dialogue, Nita escalade toujours le tronc et retrouve l'amulette dans un trou un peu caché. En récupérant Mon Précieux, Nita réveille un tout petit Rikiki raton laveur qui hurle de sa voix de crécelle un maman qui pourfond littéralement toute la forêt. Ce qui déclenche d'ailleurs une scène de combat épique et terrifiante où Nita doit affronter la colonie enragée de ratons laveurs. On attend évidemment que Kinaï lui vienne en secours, hein, parce que s'il n'y a pas de bonhomme, ben il n'y a pas de victoire. Avec une idée miraculeuse dont il peut seul avoir le secret. Parce que c'est un beau gosse de la bagarre, mais c'est aussi un génie. Bien évidemment. Kinaï donc lui demande de lui faire confiance et de grimper tout en haut de l'arbre où elle était déjà. Mais c'est pour la bonne cause, il faut resserrer à ce moment-là du récit leur lien. Elle se laisse donc tomber dans le vide en lui faisant confiance, dans une chute qui emporte Kinaï. Et cette chute, ah mais qu'est-ce qu'elle les fait rire! Il n'y a rien de tel de tomber d'un pin ou d'un séquoia de 30 mètres de haut. Et il s'exclame en chœur « Tu as été formidable !» Et là où ça part en vrille, c'est quand Kinaï pense être sympa en lui disant
Je suis content de retrouver l'Anita d'autrefois, une fille drôle, sympathique. Tu as été une vraie peste depuis le début de ce voyage. Comment dire, Kinaï, mais tais-toi, non ? Regarde-toi avant de parler, en fait, je sais pas. On a vraiment d'un côté une meuf qu'on fait passer vraiment pour une casse-couille de service, une mauvaise personne donc, hein, une peste, pour reprendre texto les termes de Kinaï, ou du moins pour une personne qui a de mauvaises intentions et à qui on demande plusieurs fois de se détendre. Et de l'autre, on a deux kiffeurs de la vie, des mecs comme par hasard, qui ne prennent rien au sérieux et qui réussissent à tout tourner en dérision et qui mettent très vite fin finalement aux embrouilles en juste changeant de sujet. Comment dire, on est sur une façon de représenter les relations hommes-femmes plus que binaire, où les femmes sont systématiquement associées aux problèmes, aux prises de tête, aux programmes qu'il faut respecter, à finalement tous les trucs chiants, quoi. Hashtag Jeannette la débrouille dans Peter Pan 2. Alors que les hommes, pardon, c'est le fun absolu, quoi. Chiller un max entre couilles, pas le moins de soucis dans ce bas monde. Mais c'est pas les hommes, c'est les ours. Parce que, souviens-toi, Balou, il en faut peu pour être heureux, c'était le même discours aussi. Ouais. De mais Mowgli, laisse tomber, les filles c'est chiant. Ouais. Pareil, viens, on va se gratter le dos. Faut quand même se rappeler que la pauvre Nita, elle s'est lancée malgré elle dans une mission des plus compliquées, un devoir familial à remplir sur les épaules. Donc un peu de bienveillance et de compassion à son égard ne serait pas de trop, quoi. Surtout venant d'un supposé ami d'enfance. Sinon, à quoi sert l'amitié finalement ? Et en plus, c'est les meilleurs amis du monde entier. Ouais, alors... C'est censé valoir quelque chose. Heureusement ou malheureusement, en fait, je ne sais pas. Le retour des élans puants, de leur bain de bouse. Truc émuche. Qu'on n'aime jamais voir finalement dans cette suite. Non. Vient interrompre cette énième querelle inutile. C'est pour montrer la passion aussi. Parce que ça entretient aussi cette idée... problématique que quand on aime quelqu'un, la passion, ça fait que on s'engueule et après on se rabiboche. Ouais. Merci Disney pour ça aussi. En fait, il n'y a pas besoin de se taper dessus et de s'engueuler à tour de bras pour avoir des discussions, quoi. Ouais. Puis aussi que l'amour romantique, c'est forcément difficile à mettre en place, alors que l'amitié, pas du tout, ça coule de source, quoi. Ouais. Donc Truc et Muche, eux, sont toujours sur leur mission, plus terre-à-terre pour le coup, d'appâter la femelle, d'où ce magnifique bain de bouse et de feuilles décomposées. Sauvage, parfum pour homme. Ah, il y a le petit clin d'œil à l'acteur problématique dont on taira le nom. Oui, exact. Pour s'opposer aux méthodes de Kinaï, qui étaient problématiques, vous vous souvenez, faire l'ours méchant pour faire peur aux femelles et pour que les élans paraissent pour être des sauveurs, Nita propose à son tour ses conseils à Truc et Muche, c'est-à-dire qu'elle propose le point de vue d'une jeune fille et un plan infaillible, selon ses termes. Tout ça pour s'opposer à Kinaï, c'est un peu chercher la petite bête, mais bon. Et le conseil de Nita, je vous le donne dans le mid, c'est utiliser la mignonitude de Koda pour piquer l'instinct maternel que toute femelle est censée avoir, évidemment. L'opération séduction de ses ovaires fonctionne. Parce que Koda arrive et joue à cache-cache avec les élanettes, et puis elles sont trop touchées, un peu émues de la proximité avec le petit ourson. Et quand Truc et Muche arrive là-dessus et qu'elle voit que Truc et Muche sont les amis du petit Koda, elles sont sous le charme. Ça tourne à la compétition entre Kinaï et Nita, sur le bas-côté. Alors, qui de nous deux est le plus doué en séduction ? Même type de compète que quand elles étaient enfants, à ceci près que ça alimente leur fleur interespèce chelou et que ça exclut le brave Koda, qui devient la 12e roue du carrosse, alors que c'est lui qui a contribué à cette opération séduction des ovaires, des élans. C'est cette même logique que l'on avait déjà repérée dans d'autres suites, que les liens qui unissent deux personnages pris dans une romance hétéro évincent forcément et irrémédiablement toutes les autres formes d'amour, donc maternelle, paternelle, fraternelle, etc. C'est quand même une terrible vision de l'amour, amour-prison à vendre à des gosses, quoi. Merci Disney. Et là-dessus, un autre problème survient, c'est que l'itinéraire prévu par Kinaï impose en réalité de traverser la grande rivière, et on sait bien que pour Nita, c'est no way. Donc plutôt que d'avouer son aquaphobie, elle essaye de sauver les apparences et de proposer un autre itinéraire qui n'est pas validé puisque
il est plus long et elle expose pas de vraies excuses valables, quoi. Bon, heureusement, elle tombe dans l'eau juste après, donc Kinaï a comme ça bien l'occasion de voir que quelque chose ne tourne pas rond. Koda pense qu'elle a peur du poisson qu'il vient de pêcher et se moque d'elle en mode petit bouli tout doux en lui mettant le poisson sur la tête. Kinaï prend la défense de Nita qui confesse alors sa peur de l'eau. Petite musique larmoyante pour ce moment confession / excuse. Elle reprend par le menu tout ce que cette phobie, depuis sa chute enfantine, l'a empêché de faire, comme rattraper son sac et traverser la rivière un peu plus tôt. Et puis là, elle se dit je ne me sens pas du tout capable de traverser cette rivière. Et en fait, on passe de ça à ensemble, on y arrivera. C'est ce que lui propose Kinaï. Je dis t'inquiète, ensemble, on y arrivera. Ah, bah tout va bien alors, merci, super phrase, aucun phobique n'y avait pensé avant, merci Kinaï. Champion. Mais c'est un génie. Non mais le génie qu'il faut, mais oui, le génie du masculin, quoi. Imbattable. En fait, un petit effort, ensemble on y arrive. Ah mais oui. Ta phobie, ça fait 15 ans que ça te gâche la vie. Ah, mais j'étais pas là pour t'aider à traverser avant. Allez. On a ensuite un changement de tonalité par la musique quand Nita esquisse un sourire qui montre à le et la spectatrice avertie que ça y est, elle tombe sous le charme de Nounours. Et hop, ça part en chanson d'amour à 2 voix. Meilleur ami dès la première heure, gna gna gna, avoir enfin trouvé l'âme sœur, gna gna gna. Yes, l'équivalence encore une fois, ami-amant, bien hétéro, bien dévalorisant pour le concept même d'amitié. Super. Et pendant ce temps-là, Koda est encore laissée sur le bas-côté, parce que les amoureux ne parviennent pas à admettre d'autres qu'eux-mêmes dans leur phase de séduction. C'est bien connu, on ne peut pas relationner avec d'autres personnes quand on est amoureux. Ils sont seuls au monde, comme le chante à gorge déployée le rock voisine de Wish à ce moment-là de la BO du film. Pour la 2e fois, elle chevauche le nounours pour traverser la rivière. Et comme elle est avec lui, il lui avait dit, tout va bien. Elle outrepasse sa phobie handicapante. Elle ose même mettre la tête sous l'eau, imaginez bien. Et découvre alors tout un riche monde aquatique. La magie de l'hétérosexualité, vraiment. C'est dingue. Et Koda, pendant ce temps-là, il est oublié de l'autre côté, sur l'autre rive, tout seul. Mais tout va bien, il est rejoint par Muche, qui lui aussi est délaissé par Truc, qui est parti avec les 2 Élanettes. Donc entre laissés pour compte, ils se retrouvent et ils forment un petit club. Délaissés par leurs frères, leurs bros, leurs frérots. Pour 2 super nanas, c'est moche. Koda finit par traverser tout seul et ni Kinaï ni Nita n'avaient remarqué son absence, tout occupés à leur gloussement romantique. Moment de gênance parce qu'ils se rendent compte quand même qu'ils sont un peu niais. Un peu. Nita demande à Kinaï s'il ne regrette pas de ne plus être un humain, comme avant. Peut-être qu'après l'avoir chevauché en ours, elle veut le chevaucher pour de vrai. Dégueu. Koda surprend la réponse affirmative de Kinaï. Du coup, il se sent trahi et abandonné à juste raison, pauvre nounours. Et du coup, le petit fugue dans la montagne enneigée, sombre et terrifiante. Fallait réfléchir avant de batifoler là-haut. Il y a des conséquences à vos actions nulles. Tu voudrais pas redevenir humain pour que je puisse te... Non. C'est un ours, on arrête tout. Dans une grotte glaciaire, Nita retrouve finalement Koda, dont la voix suffit à faire trembler des stalactites menaçants, vus en plongée. La caverne s'effondre. Donc, terrifiant 2000. Ouais, terrifiant film pour enfants. Surtout. Quand même, T'as déjà été traversé par un stalactite géant, toi ? La caverne s'effondre, les 2 persos doivent donc courir pour éviter d'être transpercés ou coincés sous les boulis. Un rocher se détache, une avalanche les avale tous les 2. Ballot. Mais heureusement, ça ne dure pas parce que Kinaï, ce héros, les trouve illico presto et Koda remet les pieds dans le plat. Tu vas m'abandonner, tu vas redevenir un humain, tu vas repartir avec elle. Et hop, Nita s'éloigne pour être triste dans son coin, elle aussi. Comme ça, on est sur la tristesse partout. Mais il pourrait pas juste faire du mi-temps, Kinaï ? Genre 1 jour et demi en ours, 3 jours voyage, 1 jour et demi chez vous en humain, 1 jour et demi en ours, 3 jours voyage, 1 jour et demi chez vous en humain. Franchement, elle pourrait faire un effort. Pour contrebalancer ce moment tout triste, on part sur un quart d'heure cartoon du groupe d'Élan, devant les aurores boréales. Muche est en train de pleurer parce que Truc lui parle mal et lui demande d'aller quérir Brindille.
pendant qu'il se prélasse lui-même auprès des femelles élans, qui, elles, s'étonnent et s'émeuvent de la sensibilité de Mush. Donc là, il y a un petit déclic de « Oh, un personnage masculin qui est en contact avec ses émotions ». Donc quart d'heure cartoon. Kinaï, Koda et Nita arrivent à la grotte près des chutes Okani, retrouvent leur dessin d'enfants de meilleurs amis du monde devant les aurores de l'équinoxe. Tadam, ils ont réussi leur mission. La beauté et la magie de la nature, plus la puissance d'évocation de Disney, on l'a déjà dit, c'est juste sublime cette séquence. Koda dit « Ma mère est là-haut quelque part ». Et Nita dit la mienne aussi. Bah oui, avec toutes les daronnes des films Disney en fait. Et à ce moment-là, elle lui ressort la phrase que son père lui a dite au tout début. Lorsqu'on a aimé une personne, elle reste dans notre cœur pour toujours. Et hop, ils se font un câlinou, mais qui se termine, obviously, en regard attristé et lourd de conséquences vers Kinaï. L'air aussi grave que la voix que Kinaï prend soudainement en disant « Il est temps ». Et hop hop, l'amulette est brûlée puisqu'il était temps. La promesse d'amour aussi. Voilà, c'est le moment des adieux. Problème, par contre, il reste encore 30 minutes du film, donc qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous foutre comme péripéties encore ? Bah voilà, on comprend que du coup, comme l'amulette a été brûlée, le sort est brisé, donc Nita ne comprend plus l'ours, donc elle est séparée biologiquement, puisqu'elle n'est humaine et lui est un ours, et linguistiquement de Kinaï, puisqu'elle ne comprend plus l'ours désormais. Pour le coup, à ce moment-là, j'ai eu des vraies larmichettes sur les grondements abattus de Koda et de Kinaï qui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus communiquer avec Nita. Et le chemin du retour de part et d'autre se fait sur une musique triste plus. Évidemment. Nita de son côté et Kinaï et Koda de l'autre. Nita rejoint son village, le cœur qui regarde en arrière. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, elle pense à Kinaï, quoi. Ah mais toi aussi t'es une poète en fait, tu m'avais pas dit. Oui, c'est vrai. Kinaï est pris par cette même mélancolie, alors que Koda, lui, a retrouvé sa joie de vivre naturelle, et du coup, on voit bien que quelque chose cloche. Koda dit à son frère qu'elle est là, dans son cœur. Hein. Elle n'est pas morte, mais bon, on comprend le message. Puis, il lui dit « Mais si tu aimes cette fille, pourquoi tu ne lui as pas dit ?» Voilà, en fait, la simplicité des enfants. Hein. Bah ouais. Arrêtez de tourner autour du pot, là, les adultes. Koda est tout tristoun parce qu'il voit bien que son frère Kinaï s'est privé d'un truc qui compte pour rester en sa propre compagnie. Donc, il s'en va consulter l'esprit de sa maman dans les aurores pour demander à ce que Kinaï redevienne humain. Ouais. Il sacrifie son frère. C'est vraiment le meilleur personnage, hein. Je veux rien savoir. Oui, c'est lui qui fait progresser l'histoire et c'est lui qui est prêt à se sacrifier pour les autres par générosité complètement désintéressée. Donc Koda, lui aussi, est parti de nuit pour chercher Nita, pour la ramener à Kinaï. Et donc Kinaï part précipitamment de crainte que les chasseurs du village de Nita s'en prennent à l'ourson. Il y a toute une mise en branle là de oh là là, en fait Koda part chercher Nita et Kinaï part chercher Koda et en fait tout le monde part se chercher. On retrouve Nita et ses deux tantes dans les mêmes disputes vestimentaires en vue du mariage, mais on le voit bien, elle est toute à sa mélancolie et elle a vraiment pas le goût à son mariage arrangé, quoi. Et au moins elle est honnête parce qu'elle avoue à ce moment-là à son père qu'elle ne peut pas épouser Atka et que son cœur lui dit autre chose. Peut-être. Est-ce que son cœur lui dit un ours? Est-ce que son cœur lui parle en ours? Lui dit Nita, tu aimes un ours. Sur ce, panique au village, puisque un ourson mignon sévit désormais entre les habitations. Ah là là, le danger. Petit moment course-poursuite pour montrer finalement toute la cruauté des humains qui s'acharnent littéralement sur bébé ours. Et ce moment de course-poursuite est suivi par Kinaï, puisque quand Kinaï arrive dans le village, Kinaï et Koda sont tout de suite menacés par les lances, les chasseurs, etc., des flèches. Et en réalité, Atka / Kokoum est le premier à vouloir défendre le village de ses visains agresseurs poilus. Oui. Et je dis Kokoum à dessein, parce que Kokoum était le premier à vouloir tuer John Smith aussi. Ouais. Donc il y a ce parallèle assez évident qui se fait là. Ouais. Et on voit bien qu'il va mal finir. Kokoum n'a pas bien fini, donc il n'y a pas de raison que Atka finisse bien. Ouais.
Nita, dans cette séquence, elle est inutile au possible, puisqu'elle s'encouble dans tous ses accoutrements de mariée et se retrouve par terre un peu comme la bimbo de service dans tous les slashers. Elle crie, mais personne finalement ne l'écoute. Pendant que son fiancé Adka poursuit Kinaï, et c'est l'affrontement des deux prétendants en fait, il y a 2 autres villageois qui s'en prennent, eux, à Koda, mais heureusement, arrive alors la cavalerie, c'est Truc et Muche, qui sont venus pour défendre leur bro l'ourson. Et tout ça sous le regard amouraché des 2 Élanettes, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de vrai sauveur sans fan club tout féminin. Bah, ça serait dommage que leur prouesse toute masculine se fasse sans public. Bah ouais. Au moins que ça serve, quoi. Bah oui. L'affrontement des 2 prétendants, Kinaï et Adka, vire au drame. C'est le corps à corps, tant attendu. L'homosociabilité à son paroxysme. Nita arrive juste alors quand Kinaï est jeté dans le vide, un peu Mufasa style. Ouais. Il y a Adka qui pousse le nounours par-dessus la falaise glacée. Elle descend. Bah, la falaise paraissait beaucoup moins grande quand elle l'a descendue. Donc Kinaï tombe de vraiment des centaines et des centaines de mètres dans le froid glacé et tout de la falaise. Mais Nita, elle descend et tout va bien. Elle descend pour le soigner de ses blessures, évidemment. Il lui parle, mais elle ne comprend pas. Et Kinaï lui tend la patoune et il la pose contre son cœur. Là, bizarrement, elle semble avoir compris. La grosse patoune de l'ours, qui doit, en réalité, si on est quand même un petit peu terre à terre, Ouais. il peut pas la placer sur son cœur, il doit la placer sur tout son ventre, parce que c'est quand même une grosse patte, l'ours. Et du coup, elle lui dit « Je t'aime moi aussi, mais... Ouais, c'est vraiment chelou tout ça. » Heureusement, cette gênance est coupée un peu courte par l'intervention des grands esprits sous la forme de lumière bleutée magique. Koda, à ce moment-là, confie qu'il a demandé aux grands esprits la transformation de Kinaï pour que son frère puisse vivre son amour avec Nita en tant qu'humain. Mais vraiment, Kinaï, lui, il ne veut pas être humain. Bah alors, ça tombe bien. Ça tombe bien. Vraiment, ça tombe bien, Jeanne. Parce que Nita, elle veut bien devenir une ours. Il en a jamais été question. À aucun moment, elle s'est dit, tiens, et si j'étais une ours, qu'est-ce que ça ferait et tout. Non. Mais là, d'un coup, c'est la magie de l'amour. En même temps, quand t'es une ours, on peut pas trop t'imposer un vieux mec moitié serial killer d'ours comme Marie. Donc je la comprends un peu quand même. Et ça tombe double bien parce que le père de Nita est arrivé pile à ce moment-là. Et bah c'est la magie. Mais quand même, lui aussi, il comprend les ours. On sait pas... Vraiment, ça s'aligne bien les planètes ce soir. Hein. Ah, c'est la magie de Disney. Oui. Donc son père, il lui dit « Je suis ton père et je t'aimerai quel que soit ton choix » et patati et patata. Alors que bon, il l'avait quand même déjà presque vendu au mec du village voisin, on l'oublie pas. Bref, sur ce petit salut traditionnel inuit avec le nez, parce que c'est bien le seul truc que l'on retient de leur culture finalement. Nita, qui a pris sa décision de se transformer en ours, sans savoir si ça va marcher. Ouais. Elle rentre dans le faisceau multicolore des grands esprits bleus. Option visage mal incrusté de la maman de Koda au centre. Et bah oui, parce qu'elle est là, hein, la maman de Koda, elle fait partie des grands esprits. Et pif paf pouf, les aurores boréales surgissent du faisceau, s'élèvent et la transforment. Elle redescend, elle sort du faisceau et elle demande « Alors, comment tu me trouves ?» Parce que vraiment, tout ce qui importe, c'est le physique, alors qu'elle vient de se transformer en ours. Genre, elle se fait transformer en ours et le premier truc qu'elle demande, c'est « Est-ce que je suis bonne ?» Et pourquoi elle a du rimel tenue extra alors qu'en humaine, elle portait pas de maquillage? Parce que c'est la nature peinture. Mais bon, on est quand même soulagés. Elle a certes un peu plus de cils que Koda et Kinaï, mais c'est pas exagéré de ouf non plus. Donc le rimel, nature peinture, ça va. Ils lui ont pas mis du fard à paupières roses. Non, ça va, ouais. Ils lui ont pas fait des seins. Oh non, quelle horreur. Mais alors, si elle pensait échapper au mariage, que nenni. Il faut bien qu'elle respecte la tradition de son village et qu'elle épouse devant les humains, qui ne doivent pas comprendre les ours, mais peu importe, et devant les animaux, qui ne doivent pas comprendre les humains, mais que importe, Kinaï. Donc d'un coup d'un seul, son village n'est plus terrifié par les ours.
dont il voulait auparavant la peau. Ça tombe bien aussi, hein, d'un coup d'un seul. Comme Nita est devenue une ours, on n'a plus peur des ours. Ouais. Bon, ils restent quand même bien séparés, hein, les ours d'un côté, les humains de l'autre pendant le mariage, mais ils n'ont pas non plus élevé les cochons ensemble quand même, mais bon, voilà. T'as déjà vu des ours élever des cochons, toi? Ce serait un bon Disney, ça. Ça, on regarde. ça, madame. Et on a le droit ensuite à une série de derniers plans sur un papa et une maman pour Koda et tous les autres petits couples de la forêt. Ainsi se termine l'histoire d'un jeune garçon qui, pour être un homme, est devenu un ours, pour reprendre la fameuse morale finale du premier opus. Choisir l'ours, toujours choisir l'ours. De toute façon, j'aurais trop de mal au cœur si je devais tuer un ours pour me défendre seul en pleine forêt. Ouais. Toi aussi. Moi aussi. Et puis... Enfin, je fais pas le poids, quoi. Ouais. Cette musique va nous rassembler. C'est un jour de fête, c'est bon de chanter l'éternel été. C'est le moment de refermer le cercle de pierre avec notre 4e segment. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ici, on jauge la pertinence d'une lecture féministe, gender et queer du visionnage de ces 2 films. Est-ce que la magie opère toujours ? Le second opus de Frères des ours abandonne les thèmes forts du premier, l'antispécisme et la fraternité principalement, au profit d'une intrigue amoureuse interespèce maladroite. D'ailleurs, ce n'est plus vraiment Frères des ours, mais qui veut ken un ours, hein. Pardon. Or, le premier film se distinguait justement par une approche originale, quasi politique, en posant la question animale comme une question de domination comparable au patriarcat. Dans les 2 cas, il s'agissait de construire donc l'autre avec un énorme A pour mieux le dominer, les animaux dans le cas du spécisme, les femmes et parfois d'autres hommes, hein, toi-même tu sais, dans celui de la masculinité patriarcale. Ces 2 logiques d'oppression se nourrissent mutuellement, et d'autant plus que de nombreuses pratiques spécistes sont valorisées comme viriles dans les sociétés patriarcales, le barbecue, la corrida, on va pas tous les citer. Même si le premier film ne pousse pas vraiment la réflexion jusqu'à une critique aboutie de ce virilo-spécisme, il a le mérite d'esquisser cette réflexion dès le début, en montrant ces 2 systèmes de domination comme liés et profondément immatures. Le comportement de Kinaï au tout début du premier opus illustre bien cette immaturité. Alors que la chamane Nanaka valorise une relation égalitaire et respectueuse avec les animaux, son attitude contraste avec celle du héros en quête d'un totem censé exalter une valeur virile. À sa grande surprise, les esprits lui attribuent le totem de l'amour, symbolisé par un ours. Frustré et moqueur, Kinaï rejette cette attribution perçue comme une humiliation. Son frère Denaï accentue d'ailleurs ce sentiment en le ridiculisant à travers des clichés de féminisation. Il lui met une couronne de fleurs sur la tête, par exemple. Cette réaction traduit à la fois un enfermement dans un imaginaire viriliste des émotions et une vision spéciste des animaux, Kinaï nie aux ours toute capacité de pensée ou de sentiment. Cependant, sa rencontre avec l'ourson Koda va bouleverser cette perception. En partageant son quotidien, il découvre les animaux non plus comme des abstractions interchangeables, mais comme des individus dotés d'histoire et de sensibilité propre. Ce changement de regard révèle à quel point la frontière que nous traçons entre, d'un côté, les animaux que l'on juge comestibles ou à abattre car dangereux comme les ours, et d'un autre côté ceux que l'on épargne et avec lesquels on partage notre foyer, repose avant tout sur notre subjectivité. Et contrairement à d'autres films d'animation antispécistes, comme Chicken Run pour n'en citer qu'un, Frères des ours, premier du nom, commence par adopter la perspective d'un humain, et avec un format réduit à l'image. Ce choix narratif est crucial puisqu'il permet d'accompagner les spectateuristes dans une évolution du regard, qui se passe donc aussi par un agrandissement de l'écran, à travers le parcours émotionnel et intellectuel de Kinaï, qui passe d'une vision viriliste et spéciste à une compréhension empathique du point de vue animal. Le film invite à sortir d'un cadre de pensée anthropocentré. Un moment clé du premier opus illustre bien ce basculement. Face à une peinture rupestre représentant un humain chassant un ours, Kinaï observe le visage effrayant de l'animal représenté, dans lequel il ne se reconnaît pas. Désormais ours lui-même, il comprend la violence de cette représentation anthropocentrée. L'ironie atteint son comble quand le petit Koda, en voyant la fresque, commente «
ces monstres sont vraiment terrifiants, surtout avec leurs bâtons. Ainsi, là où il voyait autrefois les ours comme des monstres, Kinaï prend progressivement conscience que les véritables monstres pourraient bien être les humains eux-mêmes. #not all ours, but all men. Et ce changement de perspective atteint son point culminant à la fin du 1, lorsque Kinaï se retrouve dans la même situation que l'ours, la maman de Koda, qu'il avait tué au début du récit. Il affronte son propre frère, Denaï, pour protéger Koda. Sur le point d'être transpercé, exactement comme il avait lui-même transpercé la maman de l'ourson, l'esprit de Sitka, son frère aîné, intervient et lui rend son apparence humaine. C'est à ce moment-là que Denaï comprend la violence de son geste. En découvrant que l'animal qu'il s'apprêtait à abattre n'était autre que son frère, et par extension un frère au sens universel du terme, il lâche son arme. Quant à Kinaï, il est parvenu au terme de son parcours initiatique. Il a fait l'expérience du point de vue de l'animal, de l'ultime expression de l'oppression spéciste, à savoir le meurtre. Tout l'enjeu du premier opus était de repenser la notion de fraternité de façon à justement y inclure les animaux. La séquence finale où l'on voit Kinaï, Koda et Denaï s'amuser ensemble dans l'herbe renvoie directement aux scènes d'ouverture montrant la complicité fraternelle entre les trois frères. La différence majeure est que, cette fois, la fratrie réunie n'est plus composée uniquement d'humains, mais aussi d'un humain devenu ours et d'un ours. Ce choix narratif rend l'élargissement de la fraternité immédiatement perceptible et donc relativement efficace d'un point de vue politique. Cependant, la portée de ce message reste limitée par le fait que le film propose une vision exclusivement masculine de la fraternité. Les figures féminines y sont quasi absentes, hormis la mère de Koda, qui est rapidement et violemment mise à mort, et la chamane Nanaka, qui voit son rôle de guide éclairé s'amoindrir peu à peu au profit du grand frère Sitka, un fantôme tout vaporeux, vaudrait donc mieux qu'une femme de chair et d'os, donc yes. La fraternité mise en avant est donc essentiellement celle des hommes entre eux, Bros Before Hoes, on connaît la chanson depuis le temps. Une révolution intersectionnelle voudrait qu'on renomme ces films Adelphes des ours pour bien montrer que le genre importe peu et que ce qui compte ce sont surtout les rapports entre êtres vivants, mais on n'y est pas encore. Autre point à soulever, les deux films présentent des croyances ancestrales et animistes de manière ambivalente. D'un côté, ils nourrissent l'émerveillement des spectateuristes, et c'est tout un univers spirituel et visuel qui parle forcément à la plupart des enfants, mais ce, en s'inscrivant partiellement dans un héritage colonial qui réduit les croyances autochtones à une forme de religion sauvage, entre guillemets, et exotique, entre guillemets, qui serait donc moins évoluée et plus extravagante, mais dans le mauvais sens du terme, que les religions monothéistes dominant le monde occidental. Cette vision post-coloniale associe ces peuples à la nature de façon purement essentialiste. Ils vivraient immergés au sein de la nature dans un rapport immédiat, constant, voire mystique avec elle. Mais de l'autre côté, les deux films évitent une représentation uniforme des peuples autochtones en un seul groupe homogène de sauvages, en montrant des rapports variés aux animaux. L'évolution du héros dans le 1 et, dans une moindre mesure, l'évolution de Nita dans le 2 souligne que le lien à la nature n'est pas inné. Il se construit à travers un apprentissage progressif. On est donc très éloigné de Pocahontas, où la protagoniste semble fusionner de façon quasi mystique et intime, et la précision est importante puisqu'elle communique de manière intime et émotionnelle avec la nature et les animaux. Cette différence peut s'expliquer par le fait que les personnages principaux de Frères des ours sont masculins. Dans une société patriarcale marquée par le sexisme, les hommes sont rarement associés spontanément à la nature, contrairement aux femmes. La chose est vraie avec l'amour et l'expression des sentiments, quels qu'ils soient. Kinaï vit mal le fait d'avoir l'amour comme principe de vie, alors que personne ne remet en question le fait que Pocahontas doive trouver un mari et suivre son cœur tout au long du film. Enfin, Frères des ours s'inscrit dans une tendance récurrente de Disney puis de Pixar. Au cours des années 2000 et particulièrement après Cusco, l'empereur mégalo, des personnages humains sont régulièrement transformés en animaux. Ce procédé narratif, présent dès Pinocchio avec la métamorphose des méchants garçons en ânes, comme un véritable châtiment moral traduisant leur perte d'humanité, est repris ensuite dans La Belle et la Bête, où un prince est condamné à vivre sous l'apparence d'un monstre. À l'exception de ces deux films, donc de Pinocchio et de La Belle et la Bête, cette transformation touche rarement les personnages blancs. Elle devient en revanche un schéma dominant pour représenter les protagonistes racialisés. Ce choix narratif est d'autant plus problématique qu'il concerne systématiquement des héroïnes et des héros précurseurs .ze, comme le premier héros autochtone inuit dans notre cas avec Kinaï,
De Cusco, le premier héros sud-américain, à Tiana, la première héroïne afro-états-unienne dans La princesse et la grenouille, en passant par Joe, le premier héros afro-états-unien dans Soul, ou encore Mei Mei dans Alerte Rouge, la première héroïne asio-descendante des studios Pixar, cette répétition d'histoires de métamorphose en animal interroge. S'agit-il d'une simple facilité scénaristique recyclant un même récit initiatique, ou d'une réelle incapacité des équipes, majoritairement blanches, à proposer des récits authentiques et diversifiés, valorisant pleinement l'identité et le vécu humain, et non animal, de ses protagonistes. Dans le cas de Frères des ours, le choix final de Kinaï de rester un ours dans le premier opus et de Nita de devenir une ours dans le second illustre toute cette ambiguïté. Il symbolise leur maturité, mais suggère aussi qu'un héros et une héroïne racialisés trouvent davantage son accomplissement et son humanité dans la peau d'un animal que dans celle d'un humain. Bravo Disney. Bravo. Bravo Disney. Bravo Disney pour le racisme. Merci d'avoir écouté ce 9e épisode d'Il était une suite, consacré à Frères des ours et à sa suite. Si cet épisode vous a donné envie de vous gratter le dos contre un arbre, il en faut peu pour être heureux, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le commenter et à nous laisser un petit message peut-être. Vous pouvez aussi venir nous retrouver sur le compte Instagram du podcast @il était une suite avec des points entre chaque mot, _podcast. On y répond toujours avec enthousiasme à vos petits mots et on y poste des extraits vidéo et des indices à propos de l'épisode suivant. On remonte déjà le courant comme dos saumon vers le 10e épisode. Ça fait quelque chose quand même, on va pas se mentir. À très très vite, serment de la griffe. Ciao! Allez, ciao! Serment de la griffe.